Ce matin, certains journaux tentent de maintenir envers et contre tout une hiérarchie des sujets, de parler de l'essentiel. Le Monde, l'Ukraine contrainte au cessez-le-feu après la déroute de son armée. La Croix, la déflation, un piège à éviter. Le Figaro, déficit, la France dans la spirale infernale. Bon, sur la une du Figaro, on voit tout de même en énorme le visage du scandale, mais ça ne fait pas le gros titre. Alors qu'ailleurs, on n'hésite pas. Le Courrier de l'Ouest, vengeance amoureuse au sommet de l'État. Paris-Normandie, le grand déballage, l'opinion, l'honneur perdu d'un président et le Parisien. Pathétique. Et qui fait 2 pages dessus. Mais alors, faut-il encore en parler, Natacha ? On sent que la presse hésite ce matin, tout en se demandant jusqu'où on va descendre. Et pourtant, des sujets essentiels, il y en a. Prenez le creusement des déficits, c'est dans Le Monde ou dans Le Figaro. On apprend que c'est l'absence d'inflation qui contribue à dégrader les comptes en minimisant les économies liées au gel des prestations sociales. Mais dans l'un et l'autre, on trouve quelques pages plus loin un éloge du magicien Mario Draghi, président de la Banque Centrale Européenne, tellement audacieux, lui qui justement empêche toute inflation. Dans Le Monde, le magicien italien est même comparé à Shinzo Abe, le Premier ministre japonais qui s'est lancé dans une politique, lui, de dévaluation monétaire et de relance de l'économie. Comparaison audacieuse, donc. Et on comprend à la lecture de la double page de la Croix, excellente double page d'ailleurs extrêmement pédagogique si vous ne maîtrisez pas les notions d'inflation, de déflation, de stagflation. On comprend donc que Mario Draghi, s'il est prêt à quelques aménagements, n'a pas grand-chose d'un révolutionnaire. Aucun ajustement budgétaire ou monétaire ne peut remplacer les réformes structurelles nécessaires, a-t-il déclaré. Entendez, assouplissement du marché du travail, réduction des dépenses publiques, des prestations sociales. Voilà qui aura un peu plus d'impact sur nos vies, en tout cas que les états d'âme tragico-pathétiques de personnages visiblement dépourvus d'une vertu, le sens de l'État. Il y a aussi beaucoup à dire et à lire sur la Russie, Natacha. Mais oui, autre sujet pour qui veut échapper au vaudeville, l'évolution de la situation en Ukraine et surtout la décision, vous en parliez à l'instant, de la France de suspendre la livraison de ses bateaux Mistral à la Russie. Mais là, c'est dans l'opinion que vous trouverez un article qui analyse avec une acuité parfaite les enjeux de cette décision. Jean-Dominique Merchet nous raconte les liens entre diplomatie et commerce d'armes. La France se trouve prise au piège, écrit-il. Pourquoi ? Eh bien parce qu'elle a besoin de vendre ses Mistral, mais aussi ses Rafales, pour n'avoir pas à les acheter elle-même et donc pour assurer l'équilibre financier de la loi de programmation militaire. Exporter est indispensable pour maintenir l'autonomie stratégique, dit un expert, mais en nous liant fortement à certains États, nous perdons cette même autonomie stratégique. En fait, le dédit de la France sur le dossier des Mistral pourrait inciter par exemple l'Inde à ne pas nous acheter nos avions, elle qui hésite justement depuis longtemps. D'autant que Britanniques et Allemands, nous dit Jean-Dominique Merchet, se sont succédés à New Delhi pour expliquer combien leur Eurofighter était un meilleur avion que le Rafale. On lit dans le titre de l'Humanité l'OTAN sur le pied de guerre pour installer une nouvelle hégémonie. Et on se dit qu'à ce jeu, celui qui croit que la diplomatie a quelque chose à voir avec les grands sentiments risque d'être perdant. Najat Vallaud-Belkacem fait beaucoup la une et elle s'en passerait bien. Oui, pendant ce temps, la presse française s'offre une de ces polémiques comme elle les aime. Libération affiche en une le visage de la nouvelle ministre de l'Éducation nationale avec ce titre, La cible. En cause, la une provocatrice de Valeurs actuelles présentant la ministre avec ce titre, l'ayatollah, et celle franchement raciste de Minutes, une marocaine à l'Éducation nationale, la provocation Vallaud-Belkacem. Libération bien sûr sur les mots d'usage, rance, nauséabond, réveille Léon Daudet et Charles Maurras, et on se dit que désormais par la magie des focalisations hystériques des uns, des réponses pavloviennes des autres, il va devenir très difficile de débattre d'éducation. On parle de paternité à présent. Mais oui, parce que du coup, on hésiterait presque à aborder un de ces sujets sociétaux qui crispent les discussions. Mais là, ça se passe au bout du monde et c'est le Nouvel Observateur qui nous le raconte. Ce sont les merveilles de la gestation pour autrui à travers l'histoire rocambolesque d'un richissime héritier japonais décidé à accomplir son rêve de mettre au monde 10 ou 15 bébés par an jusqu'à sa mort, en éteignant bien sûr les scrupules des médecins thaïlandais par des arguments sonnants et trébuchants. Alors il faudra le scandale du couple australien abandonnant un bébé trisomique pour que la justice thaïlandaise s'intéresse à la pouponnière du jeune homme, gérée par une japonaise transsexuelle, un truc absolument incroyable. Après enquête, le frénétique père, âgé de 22 ans, serait à la tête d'une famille de 35 bambins, avec compte en banque à leur nom. Le meilleur cadeau que je puisse faire au monde, se défend le fils à papa, qui est lui-même donc un heureux papa. On termine avec la fête finale au sens propre. Mais oui, l'entrée dans la vie devient joyeuse et bien la sortie aussi. Le Point nous raconte comment se développe aux États-Unis un commerce des obsèques festives. Le défunt était fan de petit déjeuner, il en avalait 3 par jour. Et ben on se déguise en pancakes ou en œufs au plat pour lui dire adieu, je vous jure, il y a une photo.
Sinon, vous avez le cercueil en forme de berline des années 50, qui peut aussi servir de glacière en attendant le jour J. C'est très pratique. Et puis sur la tombe, un petit code barre qui permet en passant de lire la biographie du défunt. Le ridicule ne tue pas, mais il investit la mort. Alors dans une époque comme celle-là, finalement, le ridicule d'un président, ça semblerait presque naturel.